Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle toujours Armelle, je n'ai pas changé de prénom depuis hier, j'ai toujours 41 ans. Je suis patiente partenaire au sein d'un CHRU, lieu où j'ai été suivie où je suis suivie pour plusieurs pathologies chroniques, notamment une hépatite auto-immune, une hépatite C guérie, un vitiligo qui est donc une autre maladie auto-immune. J'ai également eu des cholestases gravidiques, donc déjà rien que le combo de ces pathologies-là qui touchent beaucoup le foie, alors à part le vitiligo, qui touche beaucoup le foie, fait de moi, je l'ai bien compris, un Pokémon ultra rare. Voilà, avec une certaine expertise, du coup, une certaine expérience de la maladie et de plusieurs pathologies et de la complexité que peut représenter un parcours patient. J'ai également du coup de fait de mes autres pathologies, j'ai pris beaucoup de poids, donc je suis en situation d'obésité aussi. Je saurais pas dire exactement depuis quelle date parce que en fait l'obésité a été en dents de scie en fait. J'ai longtemps nié que j'étais en situation d'obésité parce que je reperdais du poids, je reprenais du poids, je reperdais du poids, mais j'avais déjà commencé les régimes de toute façon bien avant d'être en situation d'obésité. Je faisais vraiment une fixation sur l'apparence, sur le corps, sur voilà. Je suis depuis environ 1 an une reconversion professionnelle en tant que secrétaire médicale. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour œuvrer pour les patients, le bien des patients, tout en gardant en fait ma position de patiente partenaire. Je souhaitais vraiment être en partenariat avec les médecins. Le problème, c'est que dans la position de secrétaire médicale, les professionnels n'ont absolument pas cette vision-là des choses. Je pense qu'il faut être assez ouvert pour être à même d'être en partenariat avec des patients. D'ailleurs, bien souvent, on me dit que je n'ai pas à parler de ma santé, mais en fait, je suis patiente partenaire. C'est parce que je suis malade et parce que j'ai acquis une certaine expérience et une certaine expertise. Je dis pas que je sais tout sur tout, bien entendu. Je sais que de mon point de vue de patiente, même si aujourd'hui j'ai acquis quand même une autre vision des choses. J'ai été formée en même temps que donc la formation d'assistante médicale à l'éducation thérapeutique du patient suite à un appel à formation de la plateforme Maladies Rares, un appel à projet. Je les remercie encore vivement en fait parce que cette formation a vraiment changé ma vision des choses et je me suis prise de passion pour l'éducation thérapeutique du patient qui n'est pas valorisée dans les parcours de soins. Si, c'est de plus en plus valorisé dans les parcours de soins, mais disons que ça rapporte pas d'argent aux structures de soins, donc c'est assez difficile encore à mettre en place parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Je ne connaissais pas du tout le TP, je n'avais jamais pu en bénéficier en tant que patiente, donc j'ai d'abord été formée à l'éducation thérapeutique du patient et ça a changé la donne parce que je me suis considérée tout de suite comme une professionnelle puisque je ne suis pas partie pour le coup là de l'expérience. Voilà, je tenais à rappeler tout ceci. Il faudrait vraiment que je fasse un laïus quelque part, une vidéo qui récapitule tout ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui a trait à la fois, bien sûr, ça a trait au domaine médical, qui a trait à la fois aux patients et au secrétaire médical ou aux infirmiers ou toute personne qui peut être en contact avec un patient. Et il s'agit de l'identito-vigilance. Donc comme je passe bientôt mes examens, je suis en train de réviser plus ou moins activement mes cours. D'ailleurs, je pense que je vais totalement sous-performer mon année pendant cet examen parce que il y a eu une interruption de 3 mois pendant l'été où je n'avais plus accès aux cours. Ça ne m'empêchait pas de réviser moi, mais ça faisait déjà 1 an que je travaillais intensivement sur cette formation, tout en travaillant un peu à côté, tout en suivant d'autres formations, tout en prenant soin de ma santé, tout en prenant soin de mes enfants. Donc voilà, j'ai commencé des révisions. Je vais pas vous cacher, pour les secrétaires médicales qui éventuellement suivent mon parcours et les remarques que j'ai pu faire sur la formation au CNED,
elles doivent me comprendre. Alors je sais pas à quel moment les autres se sont inscrits à la formation. Moi c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de problèmes de plus avoir accès aux cours pendant 3 mois, c'est vraiment pénible. Bref, aujourd'hui je révisais l'identitovigilance et j'ai essayé de me rappeler dans mon parcours de patiente en fait en quoi c'est important, quelles étaient les conséquences possibles d'une mauvaise mise en application de l'identitovigilance. Et j'ai pas mal d'exemples dans mon parcours de patiente. Comme vous pouvez l'imaginer, presque 25 ans de parcours de malade, et puis sur des pathologies différentes, vous imaginez bien que j'ai forcément à un moment donné rencontré des erreurs médicales, des erreurs d'identification, des doublons, voilà. Je vais revenir là-dessus. Alors, l'identitovigilance, comment définir ça ? En fait, c'est l'ensemble des mesures mises en place en fait pour rendre fiable l'identité d'un usager ou d'un patient, de façon soit à sécuriser ses données, sécuriser sa prise en charge déjà, sa prise en soins, sécuriser ses documents, vraiment améliorer la prise en charge, sécuriser la prise de ses traitements, enfin voilà. Il y a donc différents types d'identification. Alors moi, en stage de secrétaire médical, j'ai bien remarqué qu'il y avait la théorie et puis la pratique. Et à chaque fois que j'essayais d'appliquer vraiment la théorie, j'avais un peu mes collègues qui pouvaient me railler en disant « Ah oui, mais bon, tu nous vois demander à chaque patient sa date de naissance ». Bah oui, en fait. Je pense que le patient, il s'offusquerait plus si vous vous trompiez dans son dossier médical, cela aurait bien plus de conséquences que plutôt vous ne vous souveniez pas de son nom et que vous lui demandiez par exemple sa date de naissance à la place. Donc les bonnes mesures, alors il y en a beaucoup, il y a eu un premier jet en fait, je sais plus si c'est l'HAS, je crois, oui, l'HAS qui avait émis des recommandations déjà en 2012 ou 2013 sur le sujet. Ce n'était pas vraiment les recommandations et le référentiel vraiment national de l'identitovigilance qui là date de 2021. Je crois qu'il y a eu une mise à jour un peu plus récente même. Vraiment, c'est toutes les bonnes pratiques à mettre en œuvre parce que il y a énormément d'erreurs dans le domaine médical. Bien sûr, l'erreur est humaine. Même ChatGPT d'ailleurs se trompe bien souvent. Attention si vous utilisez ChatGPT. J'ai essayé de l'utiliser pour voir, bien sûr. Et en fait, c'est truffé d'erreurs. Là où ChatGPT se trompait 20 fois dans un tableau, moi j'ai trouvé la solution en quelques secondes. Donc attention à tout ce qui est IA. C'est pas forcément encore au point à 100%, ça peut être une aide, je sais pas, pour trouver des idées pour tout ça, mais finalement, avec le recul et après avoir vraiment utilisé l'IA, des fois ça m'aide et attention à tout ce qui est données, chiffré, à tout ce qui est calcul, en fait, ce n'est pas forcément fiable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Petite parenthèse faite, pour bien identifier un patient, normalement, à l'accueil, donc c'est-à-dire vraiment par les secrétaires médicales, par les secrétaires chargés de l'accueil, c'est la date de naissance qui prime. Et pas d'abord le nom, le prénom, d'abord la date de naissance parce qu'il y a moins d'erreurs, en fait, déjà en termes d'audition, je dirais, il y a beaucoup moins d'erreurs sur la date de naissance. Si vous dites « je suis né le 1er janvier 56 », il y aura moins, même au téléphone d'ailleurs, il y aura moins d'erreurs que si vous donnez un nom. À chaque fois, moi je sais que les gens ils entendent rien à ce qu'on raconte au téléphone, on est obligé d'épeler et tout, c'est source d'erreur. Donc vraiment la date de naissance déjà ça permet de faire un premier tri, voilà, plutôt que par le nom. Ce qui est important aussi c'est de regarder s'il y a déjà une antériorité. Est-ce que le patient est déjà connu du service ? Et je dis ça parce que j'ai déjà eu des doublons dans mes dossiers, j'ai été mariée, j'ai divorcé et j'ai même aussi changé encore de nom. Donc en fait, ça fait plusieurs noms possibles.
D'où l'importance de plutôt identifier le patient de par sa date de naissance. Ensuite, recherche d'antériorité, son nom, son prénom, le sexe, et encore que le sexe peut changer de nos jours, le lieu de naissance. Voilà. Nom, prénom, c'est pareil, ça peut changer. Donc voilà, avec parcimonie, il y a un autre élément plutôt fiable qui est soit le numéro de sécurité sociale, soit l'INS, le numéro d'identité. Attendez, comment ça s'appelle ? Identité nationale de santé, qui est un numéro unique et pérenne qui ressemble. C'est soit le numéro de sécurité sociale si c'est l'usager qui bénéficie des soins, avec la carte vitale par exemple, soit c'est un numéro différent. Par exemple, quand j'emmène mes enfants chez le médecin, c'est bien sûr ma carte vitale que je donne, donc c'est mon numéro de sécurité sociale, mais ils ont quand même leur propre INS qui est propre à leur date de naissance, à leur personne, etc. Donc ça, c'est très important. Le fait d'avoir un doublon dans un dossier médical, ça peut amener à une mauvaise prise en charge. Moi, ça a déjà été le cas où j'avais des suivis assez importants dans des structures soit hospitalières ou dans le privé, et où en fait on ne retrouvait pas du coup mon dossier. Et puis au moment où le médecin me reçoit, il n'a pas le temps d'aller fouiller dans mon dossier parce que peut-être que les dossiers sont dans une autre salle, etc., etc. Donc j'imagine que la secrétaire, pour le coup, préparait les dossiers de la journée. Elle n'a pas trouvé mon dossier parce que changement de nom, divorce ou autre, et ou mariage. Et du coup, le médecin, quand il m'a reçu, ne savait pas qui j'étais. Finalement, on n'a pas retrouvé votre dossier. Ah. Mais en fait, à chaque fois, c'est le même problème. Et le souci, c'est que il a fallu vraiment que j'aille à l'accueil pour résoudre le souci. Et on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un doublon dans mon dossier. J'avais 2 dossiers à mon nom. Et là, c'est une perte vraiment potentielle de données, en fait. Perte potentielle de données, mauvaise prise en charge. Du coup, le médecin qui m'a reçu à ce moment-là n'avait donc pas mon dossier, donc pas toutes les informations qui me concernaient. J'ai dû rappeler certaines choses, mais quand je rappelle certaines choses à l'oral, je peux oublier certaines choses parce que ma mémoire peut me faire défaut comme tout le monde, et que j'ai un tel passé et passif de patiente que je vais pas résumer 25 ans en 3 mots. Donc forcément, l'identitovigilance, elle commence là, par téléphone. Je trouve même qu'on pourrait demander aux gens par téléphone, peut-être l'INS, et pas juste le nom, ou voilà. Mais il y a des choses peut-être encore à améliorer. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, alors j'ai entendu parler du téléservice qui s'appelle l'INSI pour récupérer et vérifier l'INS. Personnellement, je ne l'ai jamais appliqué en stage, on ne m'en avait jamais parlé, donc je ne l'ai vu que dans la théorie en fait. Je n'ai jamais pu vérifier d'identité de personne. Pareil, dans le stage où j'étais, ils demandaient parfois le permis des gens pour vérifier l'identité. Donc j'ai essayé de les alerter sur le fait que eux, ils avaient une sorte de guide de bonne pratique interne. Par contre, ils étaient vraiment très très carrés quand même sur les procédures en interne. Et ils se sont vexés en fait que je puisse remettre en question le fait qu'on vérifie pas l'identité en fait avec un permis, parce que ce n'est pas une pièce d'identité valable. Et c'est pas grave. À chaque fois que j'ai voulu en fait mettre à jour quelque chose qui pouvait être éventuellement amélioré, mais c'était pas contre les gens qui ont fait ces guides-là, c'est juste pour dire attention, moi je suis patiente, ça m'est déjà arrivé qu'on se trompe dans mon dossier, j'aimerais pas qu'on se retrompe à nouveau, donc voilà. Mais whatever, comme dirait l'autre, tant pis pour eux quoi. Je peux vous donner d'autres exemples de ce que j'ai pu vivre. J'ai noté parce que pareil, j'ai mon esprit qui peut vagabonder. Alors oui, ça m'est déjà arrivé par exemple les conséquences auraient pu être dramatiques, et c'est en ça aussi qu'en tant que patient,
C'est important. Alors si on a l'esprit et la tête valide, valable, enfin voilà, si vous êtes avec une personne âgée, quelqu'un qui a vraiment une maladie qui impacte énormément sa capacité à réfléchir, ses capacités cognitives, ça va être compliqué. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'avais des capacités cognitives très affaiblies par la maladie et les médicaments. Et heureusement, quand même, j'ai été attentive aux traitements, par exemple, que je pouvais avaler, ingérer. Heureusement pour moi que j'étais attentive à mon ressenti, que je faisais quand même un minimum attention à moi. J'ai, lors de... Pas de la réception, mais... Je suis allée chercher en fait mon traitement à la pharmacie et la pharmacienne ou l'assistante de la pharmacienne, je ne veux incriminer personne encore une fois, s'était trompée dans les médicaments. Oui, tout à fait. On m'avait donné les médicaments d'un autre patient. Oui, tout à fait. Et j'ai déjà eu un médecin qui s'est également trompé en me remettant une ordonnance de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc... comme vous pouvez voir, ça peut vraiment avoir des conséquences dramatiques. Je ne sais plus si c'était dans le cas du médecin ou dans le cas de la pharmacie, mais je crois que c'était à la pharmacie où j'ai dit mais c'est quoi ces médicaments ? Et en fait elle m'a dit ah mais vous avez pas de problème pour le cœur ? Je dis ah non pas du tout. Et donc c'était sûrement des bêta-bloquants en fait. Et j'étais là mais vous imaginez si j'avais pris sur les recommandations ou du médecin ou de la pharmacie des bêta-bloquants qui à la base ne me sont pas destinés, les conséquences que ça peut avoir. Et si donc il est important en tant que patient de se saisir de sa santé et de ne pas juste avaler les médicaments qu'on nous donne sous prétexte que c'est bon. C'est bien aussi de discuter un peu du pourquoi du comment d'un traitement, au-delà de l'identitovigilance, et de discuter du bien fondé d'un traitement, de pourquoi, de le comprendre, d'y adhérer, voilà. Je n'ai pas toujours adhéré au traitement, ça a eu des conséquences aussi, mais il y a des fois où j'ai adhéré aveuglément à un traitement et il y a eu énormément de conséquences. Et le problème, c'est que souvent, je sais pas pourquoi, les médecins ne veulent pas écouter les patients qui remettent. On remet pas en doute le médecin, on se connaît, on connaît notre corps. Le médecin a une expérience, le patient en a une aussi. Donc je me revois encore demander à un médecin, mais vous êtes sûr là que ce traitement c'est ok pour moi ? Oui, toujours très sûr d'eux, mais bon, des fois c'est bien d'être un peu humble et de douter pour pouvoir se remettre en question, et parce que chaque patient est différent, chaque situation est différente, et que d'appliquer des protocoles comme ça, tac tac, x, y égale z, non, ça marche pas toujours. Surtout quand les patients ont des pathologies rares et des pathologies croisées et des choses qui s'additionnent. Donc voilà, il y a des fois où on m'a pas écouté. Par contre, moi je me suis écoutée et je suis passée outre voilà, pour demander un autre avis ou voilà, contrôlé par une prise de sang, et heureusement pour moi, sinon je ne serais plus là aujourd'hui pour vous parler. Donc ça, c'était pas l'identitovigilance, c'était une autre petite parenthèse, mais c'est important de le dire, c'est pas du tout contre le médecin, contre les pharmaciens ou contre autres. L'humain est faillible, mais voilà, si le patient, lui, il y a quelque chose qu'il sent pas, qu'il comprend pas, qui se dit c'est peut-être trop de médicaments pour moi, ou peut-être que... Mais il faut écouter en fait, le patient il se connaît quand même. Il fait pas que des bons choix, mais au moins il fait des choix éclairés et libres. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai eu aussi comme erreur ? Ah oui, incroyable. J'ai fait... Alors, je parle que de cas que j'ai pu détecter dans mon histoire de patiente. Donc bien sûr, il y a sûrement toutes les fois où il y a eu des erreurs et je ne suis pas au courant. Donc imaginez. Il y a une fois où j'ai fait une prise de sang dans un laboratoire parisien. Et en fait, donc comme j'étais atteinte d'une hépatite C à l'époque, je savais que forcément il y avait des choses qui étaient lisibles sur ma prise de sang. Et à ce moment-là, justement, le médecin avait dû vouloir qu'on revérifie pour moi mon dosage du virus ou quelque chose de ce genre. Et en fait, la prise de sang est revenue parfaitement normale. Et c'est comme si j'avais été guérie
paf, comme ça, en un claquement de doigts de l'hépatite C. Et en fait, sur le coup, mais c'est comme de dire à quelqu'un qu'il a gagné au loto, alors que c'est pas le cas, quoi. Mais moi, sur le coup, je me suis dit, c'est génial, c'est un miracle. J'ai guéri d'une maladie de façon spontanée, mon corps a éliminé le virus et tout. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des traitements contre l'hépatite C très efficaces. Je reviendrai sur ce sujet également. Mais vous imaginez, enfin, les choses inconsidérées que j'aurais pu faire en pensant être guérie alors que je ne l'étais pas. Ou à l'inverse, peut-être la personne qui a eu mes résultats d'analyse alors qu'il n'est pas malade. Voilà. Donc erreur dans la prise en charge, erreur dans le traitement, erreur dans le diagnostic. Donc moi je suis assez rapidement redescendue sur terre en me disant ce n'est pas possible. Mon corps ne peut pas éliminer le virus de façon automatique, naturelle et sans traitement. Ce n'est pas possible. Voilà. Ou alors ça aurait relevé du miracle. Donc je suis redescendue sur terre, j'ai appelé le laboratoire, je leur ai expliqué pourquoi je pensais qu'ils s'étaient trompés. Mais ça aurait pu avoir vraiment des conséquences terribles. Je leur ai expliqué pourquoi ils s'étaient trompés et pourquoi c'était forcément une erreur. Et en fait, en effet, ils avaient inversé des flacons avec un autre patient. Alors, est-ce qu'ils ont inversé des flacons ? Est-ce qu'ils ont mal étiqueté ? Est-ce qu'ils ont inversé des ordonnances ? Je ne saurais pas dire. En tout cas, il y a eu des erreurs dans l'identitovigilance. Moi, je pense aussi au pauvre patient qui a peut-être reçu... j'espère qu'ils ont identifié avec qui ils avaient inversé... mais là, je n'en sais pas plus. Mais je pense au pauvre patient qui a potentiellement cru qu'il était malade alors que c'était pas le cas. Enfin, vous imaginez les dégâts d'ordre psychologique ou si la personne, du jour au lendemain, se met à claquer, je sais pas, mais comme quand on gagne au loto, se met à claquer 100 000 euros parce qu'il croit qu'il va mourir, ou à l'inverse parce qu'il croit qu'il est guéri, quoi. Donc, c'est... Et puis les montagnes russes, quoi. Psychologiques. Donc, voilà. C'est en ça que l'identitovigilance est fondamentale. Donc, au-delà du doublon médical que j'ai déjà eu, de la prise de sang, du mauvais traitement que j'ai eu en pharmacie, d'une mauvaise ordonnance que j'ai eue d'un médecin qui m'avait prescrit un mauvais traitement. J'ai également reçu un mauvais dosage d'anesthésie lors d'un accouchement qui a aussi failli me coûter la vie. En fait, j'ai une anesthésiste qui venait de commencer dans un hôpital sud-francilien, tout neuf, hein, l'hôpital. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a inversé pareil avec juste le dossier d'un autre patient, mais même là, enfin, c'était pas possible. Il y a eu, à leur dire, il y a eu plutôt une inversion d'ampoule au niveau morphine. Voilà. Donc j'ai reçu 10 fois trop de morphine en rachis-anesthésie. J'ai présenté des symptômes de manque de morphine par la suite. J'ai présenté des dépressions respiratoires, un peu comme les gens qui reçoivent une surdose, hein. Un surdosage de drogue, hein. La morphine peut être détournée en usage de drogue. Ça a été terrible à vivre, surtout que du coup j'ai eu une césarienne, donc j'ai pas vu mon bébé pendant plusieurs jours. Le pire aurait été que je décède, bien sûr, ou que mon enfant décède, parce qu'il a dû recevoir fatalement une dose quand même qui n'était pas sollicitée, qui n'était pas voulue. Et donc on m'a expliqué, mais parce que vraiment j'allais très très mal, les gens pensaient que je faisais semblant. C'est fou, ils savaient qu'ils avaient fait une erreur. Ils se sont jamais excusés, même l'anesthésiste qui a fait l'erreur. Je suis restée 3 jours en salle de réveil. J'ai jamais eu un mot d'excuse. Ils avaient pas envie de reconnaître leur erreur puisque ça aurait été dramatique pour eux potentiellement. J'aurais pu bien sûr les attaquer en justice, chose que je n'ai absolument pas fait parce que je suis consciente que l'erreur est humaine. Par contre, la façon dont ils ont réagi, la façon dont ils m'ont traité derrière, ça je n'oublierai pas.
c'est certain. Surtout les conséquences que ça a eu sur ma vie, sur ma peur de mourir, etc. Enfin, c'était terrible. En plus, j'ai raté mon allaitement alors que j'avais arrêté mon traitement pendant ma grossesse. Donc, j'avais pris des risques pendant ma grossesse pour pouvoir mener à bien cet allaitement et du coup, j'ai complètement foiré mon allaitement. Ils ont inversé donc 2 ampoules de morphine. Voilà, j'ai reçu 10 fois trop de morphine. Alors là, était-ce une erreur? Voilà, je ne saurais pas, je n'étais pas sur place. Était-ce une erreur plutôt de médicaments, de nom, voilà. Il paraît que les 2 ampoules de morphine se ressemblent énormément. Voilà. En tout cas, les médecins n'avaient certainement pas à me faire culpabiliser pour leur erreur, parce que c'est ce qu'ils ont vraiment essayé de faire, en disant que c'était pas les conséquences de leur erreur, mais des troubles psy. Peut-être que j'ai eu des troubles psy suite à leur erreur, parce que c'est quand même très effrayant en fait. Donc ils ont essayé de me faire culpabiliser. Ouais, ça c'était vraiment pas cool. En disant qu'il y avait des gens qui étaient morts pour moins que ça, qui étaient morts avec des doses bien moins élevées que ce que j'avais reçu, et que donc, comme j'avais survécu à 10 fois trop de morphine, j'avais pas à me plaindre en gros, et que il fallait que je ferme ma bouche et que je sorte de l'hôpital, quoi. C'était plus ou moins ça. Donc vraiment, j'aurais dû noter le nom de ces gens à l'époque. Mais je m'en fous, je suis en vie aujourd'hui et c'est bien ça qui compte. Par contre, c'est sûr que voilà, la façon dont ils m'ont traité en tant que patiente, je n'oublierai pas. Je suis consciente que l'erreur est humaine. Hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, j'en ferai encore, je ferai peut-être pas les mêmes, j'en ferai d'autres. Mes enfants aussi feront des erreurs. Enfin voilà, je suis consciente que l'erreur est humaine. Mais maintenant, comment ça peut arriver quand même ce genre de choses? J'ose espérer qu'un anesthésiste est assisté par des gens et que quand il choisit d'injecter un produit à un certain dosage, j'ose espérer quand même qu'il y a quelqu'un qui est censé vérifier derrière, quoi. Je sais pas, voilà, juste ça. Des erreurs de facturation, alors j'en ai jamais vu. Peut-être que j'ai jamais eu vent de ça. Il y a peut-être eu des erreurs de facturation à un moment donné, mais je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas été impactée. Des documents dans un mauvais dossier, alors ça j'en ai pas été victime, par contre je l'ai vu de la part de professionnels qui voulaient travailler tellement vite et tout faire toujours trop vite, mais sous pression, hein, je l'entends, je comprends, il y a beaucoup de patients, surtout quand on travaille dans le privé, il y a l'argent des propres médecins peut-être, ou d'actionnaires, d'investisseurs, je sais pas trop, qui est en jeu, donc c'est toujours plus de pression, toujours bosser plus vite, plus rapidement, mais c'est source d'erreurs. Et j'ai vu énormément d'erreurs hein, dans des dossiers médicaux, soit des mauvais documents dans des dossiers d'autres patients. J'ai vu des erreurs de date, des choses comme ça. Et puis il faut dire aussi, ayant été en stage en tant que secrétaire médicale, j'ai pu noter qu'il y avait quelque chose de vraiment pénible et qui est source d'erreur pour les patients, et vraiment je recommande pas du tout de faire ça, c'est l'interruption permanente des tâches. Voilà. Par exemple, il y a des moments où j'ai été... alors c'est pareil, c'est toujours pour... une histoire de coût, une histoire de gain, sauf que le gain de faire une grosse erreur médicale ou d'avoir un document qui est enregistré dans un mauvais dossier patient, ça peut être, les conséquences peuvent être dramatiques. Bien sûr, les médecins ne se remettent pas du tout en cause, hein, ils remettent toujours en cause la secrétaire et ne se remettent pas en cause eux, pourtant ils font des erreurs aussi. Et j'ai remarqué ça en fait. Moi j'ai essayé d'être à l'accueil, donc on accueillait, il y avait des patients qui arrivaient quand même à la chaîne. Hein. On était dans un service où il y avait des patients il y avait, 6 patients par tranche de 15 minutes. Donc, vous calculez par tranche d'une heure, ça fait 25... Non, attendez. Il y avait combien de... Peut-être une quinzaine de patients par tranche de 15 minutes. Voilà, entre les traitements, les chimios, entre les consultations, etc. Donc, ça fait, je dirais, une quinzaine de patients par tranche de 15 minutes. Ça fait un patient potentiellement par minute. Et donc quand vous êtes concentré sur une tâche, vous êtes interrompu parce que le patient arrive. Il y a quelqu'un d'autre qui peut vous poser une question. Vous, à ce moment-là, il y a le téléphone qui sonne. Ou bien vous êtes en train d'enregistrer, donc on recevait numériquement en fait les résultats d'analyse, par exemple les prises de sang d'un patient, où on recevait
comment ça s'appelle, les résultats d'IRM, de radio, de scanner, etc., qu'il fallait enregistrer dans chaque dossier numérique, dans chaque dossier patient. Eh ben, l'interruption de tâche, je suis désolée, mais il y a un moment donné, il faut aussi peut-être s'en mettre un peu moins dans les poches et penser un peu plus à la sécurité des patients. Et normalement, les médecins sont censés avoir fait un serment d'Hippocrate et de penser d'abord au bien du patient et pas à leur bien à eux. J'ai un doute, voilà. C'est pour ça que dans le public, je trouve qu'il n'y a pas ce problème-là, sauf si éventuellement c'est sûr qu'il y a des médecins qui consultent, je crois, à leur compte au sein des hôpitaux. Bon, ça pose question, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que j'ai vu ce que ça pouvait donner dans les faits, et que les interruptions de tâches, c'est source d'erreur. Moi, vous me coupez dans un truc, de même moi, si je rebondis d'une idée à une autre, je sais plus de quoi j'étais en train de parler, et c'est la même chose en fait. On était sur un document, quelqu'un m'interrompt, ou quelqu'un enregistre le document entre-temps à ma place, parce qu'on est plusieurs à travailler sur le même dossier. Enfin, c'est vraiment pénible, quoi. Donc ça, j'ai vraiment pas aimé du tout les interruptions de tâches, c'est quelque chose qui coupe complètement la concentration et qui, selon moi, détruit à petit feu la mémoire. Voilà. Que dire d'autre ? Donc, mauvais traitement, on en a parlé, les dosages, les prises de sang dans le laboratoire, le doublon de dossier médical, erreur de facturation, je n'ai pas connu, les documents dans un mauvais dossier, ça, j'en ai parlé. J'ai déjà eu la réception d'un mauvais repas, mais qui a été vu à temps. Alors, heureusement pour moi, je n'ai pas d'allergie. C'était minime, mais c'est parce que j'avais un diabète cortico-induit et puis vraiment une alimentation à respecter par rapport à mon foie et qu'on m'avait fait miroiter que j'aurais un couscous. Voilà, c'est pour vous dire, c'est assez drôle. Mais sur le coup, moi j'étais trop contente d'avoir un couscous. J'étais là, waouh, trop bien, j'ai le droit à semoule, saucisse, waouh, incroyable et tout. Non, en fait, c'était pas pour moi. On m'avait dit, ah non, c'est trompé, vous, c'est tel menu diabéto, ah merde. Voilà. Donc là, bien sûr, les conséquences étaient pas très graves sur un repas. Par contre, c'est vrai que si j'avais eu des allergies sérieuses, voilà, attention. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur l'identitovigilance ? Je pense que vous avez un peu une vision d'ensemble de pourquoi il faut pas d'erreur et pourquoi c'est hyper important de vérifier l'identité d'un patient. Moi, j'avoue que ça m'est déjà arrivé, non pas de me tromper dans l'identité d'un patient, mais d'oublier d'enregistrer un patient qui arrivait pour aller en salle d'attente d'un médecin. Donc c'est vrai que si on ne dit pas que le patient est arrivé, le médecin il peut pas savoir et du coup le patient attend et le médecin attend et tout le monde attend. C'est une petite perte de temps, c'est vrai. Je me suis fait remonter les bretelles, mais comme pas possible pour cette petite erreur. Alors même que j'ai pu voir d'autres erreurs dans d'autres circonstances bien plus graves, de dossiers patients qui avaient été oubliés par des médecins carrément, quoi. Je parle pas forcément de mon lieu d'exercice ou de stage, pas du tout, mais j'ai pu voir des dossiers patients qui avaient été oubliés d'être staffés, on appelle ça. Mais là, c'est pas grave. Du coup, les médecins prenaient ça à la rigolade, alors que le patient, c'était pas un problème d'identitovigilance, mais il y a eu un loupé quand même. Et le patient n'a pas reçu son traitement à temps et a dû recommencer toute la batterie d'examens, puisque au bout de 2-3 mois, en fait, les examens ne sont plus valables pour une prise en charge. Il faut tout refaire. Donc l'erreur est humaine, mais c'est marrant cette différence de traitement en fait quand c'est une secrétaire médicale qui se trompe et quand c'est un médecin qui se trompe. Ce n'est pas le même son de cloche. Les médecins se pardonnent beaucoup plus facilement qu'ils ne pardonnent aux autres, je crois. Voilà. Ceci dit, allez, détendons-nous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur l'identitovigilance ? Après, on peut identifier une personne avec d'autres traits qu'on va dire secondaires, d'autres traits d'identification, comme les traits étendus, donc l'adresse, le téléphone, la personne à prévenir, la personne de confiance, la vérification du médecin traitant, pour voir si on a vraiment affaire à la bonne personne. Voilà. Bien vérifier, quand il y a des changements de nom, de divorce, des changements de nom, de naissance, ça c'est des nouveautés, des changements de prénom, des changements de sexe, voilà. Mais
je comprends, l'erreur est humaine, la surcharge de travail, le stress, pour tout le monde, je sais, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les anesthésistes, pour les chirurgiens. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois on tape sur ceux d'en bas, alors que ceux d'en haut font, entre guillemets, hein, vous l'aurez compris, ceux d'en haut peuvent faire tout autant d'erreurs que ceux d'en bas, entre guillemets aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé sur l'importance en fait de l'identito-vigilance. Je crois pas qu'il y ait de loi qui encadre ça. Il y a juste un référentiel national en France qui date de 2021 et me semble-t-il qu'il a été remis à jour en 2023 ou 2024. Mais je vous invite à creuser le sujet, à chercher les informations. Voilà. Moi, ça m'aide parce que ça me permet de réviser finalement cette donnée-là. Ça me permet aussi de faire un point sur mon parcours de patiente et peut-être d'apporter quelque chose. Je critique pas pour critiquer, honnêtement pas du tout. Je sais aussi tout à fait me remettre en question. Je suis d'ailleurs la reine de ça. Je sais parfois un peu trop me remettre en question sur tout ce que je peux faire et dire. Mais ça part d'un bon principe, au moins de partage d'expérience, et puis de tiens, si quelqu'un en face, si la personne qui me regarde aujourd'hui a envie de se dire tiens, c'est vrai que moi j'ai déjà fait telle erreur, comment faire pour pas que ça se reproduise, moi je le fais dans ma vie, je parle pas forcément de l'identito-vigilance, mais j'essaye de me dire ok, peut-être que des fois j'ai trop laissé j'ai trop fait confiance, je sais pas, aux pharmaciens, ça peut être une erreur, parce que il faut prendre en charge sa santé aussi en tant que patient, et de pas laisser quelqu'un vous dire il faut prendre tel et tel médicament sans savoir ce que vous avalez en fait. Donc c'est aussi de la responsabilité du patient. Voilà, ça va dans les deux sens. Je vous souhaite un bel après-midi. Moi, je vais aller profiter de l'extérieur parce que, comme vous pouvez le voir, le soleil donne. Et voilà, j'ai envie d'aller me promener un petit peu entre deux révisions. N'hésitez pas si vous avez, comme toujours, des commentaires, des questions, peut-être quelque chose que j'aurais dit qui n'est pas vrai, ou vous-même une anecdote à partager. En tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant que personnel médical, en tant que patient. Vous pouvez témoigner sous couvert d'anonymat. Voilà, tout est permis ici, entre guillemets, bien sûr, dans le respect de la personne, dans le respect de la confidentialité. Bon après-midi à toutes et à tous.